Bonjour Isabelle. Bonjour Isabelle. Merci d'avoir accepté cette rencontre. Donc nous nous sommes rencontrés effectivement il y a à peu près un mois de ça. Et j'avoue que j'avais été très touchée par notre rencontre et ce que j'avais pu apprendre de ce qui t'est arrivé dans ta vie, parce que ton parcours de vie est quand même très difficile, douloureux. Mais par contre, j'avais trouvé qu'il se dégageait de toi une force, un caractère qui était vraiment unique. Donc j'ai souhaité te rencontrer de nouveau pour que tu nous parles un petit peu de ta vie, ce qu'elle a été, ce qu'elle est aujourd'hui, et que tu nous expliques comment tu as pu faire face à ce qui t'est arrivé. Donc j'aurais tout d'abord aimé qu'on parle un tout petit peu de ta vie avant cette tragédie qui t'est arrivée donc, le 20 octobre 2005. C'est ça. Voilà. Comment était ta vie? Alors j'étais danseuse en fait, j'étais dans un orchestre, j'étais avant tout secrétaire. Et voilà, mais j'avais une vie tout à fait normale, hein. J'avais 24 ans, donc bon voilà, j'avais rencontré déjà mon fiancé. Voilà, rien de particulier, j'étais assez vivante, j'ai toujours eu beaucoup de caractère, donc je faisais 1000 choses, je courais partout, je me couchais tard, je me levais tôt, j'aidais beaucoup de gens, enfin bon voilà quoi. Donc j'étais très très active. Et tu étais danseuse? Et j'étais danseuse, oui. Quel type de danse? Semi-professionnelle. Dans on va dire un orchestre, c'était une troupe en fait, il y avait 3 chanteurs, on était 3 danseuses, donc j'étais la chef danseuse, je faisais des chorégraphies, et voilà, on faisait quelques dates de temps en temps pour s'arrondir les fins de mois. D'accord. Voilà, quoi. D'accord. Et alors, que t'est-il arrivé le 20 octobre 2005? Le 20 octobre 2005, je suis allée à mon travail principal qui est secrétaire. Donc j'ai pris la voiture comme tous les matins, j'avais pas du tout envie d'aller travailler. Donc j'ai dit à mon conjoint, donc j'ai dit j'ai pas envie d'y aller. Mais il n'y va pas. Donc j'y suis allée malgré tout, erreur. Donc j'ai pris ma voiture et là je ne sais pas exactement ce qui s'est passé. Donc j'ai perdu le contrôle du véhicule. Il faisait un petit peu, comme c'était fin octobre, il faisait un petit peu humide. Je pense que j'ai glissé sur l'herbe humide. Donc du coup j'ai fait 3 tonneaux, je suis partie, j'ai essayé de récupérer, bon c'était trop tard, il n'y avait rien à faire. Et voilà, donc je suis partie en tonneau, je me suis retrouvée, la voiture s'est immobilisée, je me suis retrouvée à l'endroit, je ne sais pas comment, mais la voiture s'est retrouvée à l'endroit. Et moi j'étais couchée sur le côté, donc je me suis rendu compte que mes jambes ne bougeaient plus, j'étais dans une position qui me faisait présager que j'allais rester handicapée a priori. Et je me suis cassé les bras parce que je les sens plus du tout. Je sentais mes jambes, mais elles étaient pas dans la bonne position, et mes bras étaient vraiment les épaules me faisaient mal et ils étaient en vrac. Je me suis dit, je me suis cassé les bras et je vais être handicapée. Je me suis dit ça. Tu l'as pressenti très rapidement? Oh oui, de suite, oui, j'ai senti que ça allait pas quoi. Et puis alors pendant les tonneaux, effectivement, j'ai senti à un moment donné, parce que j'ai le toit de la voiture qui a percuté ma tête en fait, j'ai mon côté qui s'est écrasé, et du coup j'ai senti de l'électricité, un choc en fait, une électricité d'un coup, voilà, ça a été bref, mais ouais, j'ai senti comme quelque chose qui se brisait, quelque chose qui se... Voilà, quoi. Du coup, je me suis retrouvée sur le côté, je me suis dit, voilà, je suis handicapée, qu'est-ce que je fais? Je klaxonne, je peux pas bouger les bras, je pouvais rien faire, j'étais bloquée là, au milieu d'un champ, c'était une route de campagne, donc personne qui passe. Donc je me suis dit, il y a une maison pas loin, je voudrais bien klaxonner, j'ai essayé de lever l'épaule, rien à faire. Donc j'étais un petit peu dans l'impasse, et j'avais toujours mes essuie-glaces qui fonctionnaient, ce qui a alerté une voiture qui est passée. Ah, là, bravo le gars, parce que moi je vois des essuie-glaces fonctionner, je me dis pas que c'est parce que le moteur est allumé, qu'il y a une personne dedans. Lui s'est arrêté, alors il y a d'abord une première voiture qui est passée, qui s'est pas arrêtée, qui est passée à fond, qui s'est dit bon ça doit être depuis un moment. Et là, la deuxième personne qui s'arrête, qui vient me voir, donc je l'appelle, et qui m'a dit j'ai vu les essuie-glaces, j'ai su que le moteur était allumé, qu'il y avait quelque chose, et donc là, il était paniqué complètement, donc je lui ai dit écoutez, ma mère habite à 200 mètres, il faut la prévenir. J'ai donné son numéro de téléphone, je lui ai dit voilà, je peux pas du tout bouger, je vais être handicapée, donc il faut la joindre et appeler les pompiers. Enfin, j'ai donné la marche à suivre, parce qu'il était, je pense qu'il était paniqué, il me voyait, j'étais jeune, j'étais couchée, c'est toujours traumatisant un accident, donc il a appelé ma mère, il a appelé les pompiers qui ont mis plus d'1 heure à venir. Donc moi ça allait toujours, je gardais le moral comme d'habitude. Il m'a demandé à quelle heure c'est arrivé, et je dis j'ai pas pensé à regarder l'heure. Voilà. Donc du coup, non, voilà. Donc ça, on a appelé les pompiers, ils sont arrivés tard. Ils sont arrivés au bout d'1 heure, et là ma mère était sur les lieux, commençait à ramasser mes affaires, elle me disait ça va, je lui dis écoute maman, je vais être en fauteuil, je vais être handicapée, c'est sûr. Elle m'a dit non, mais dis pas ça, et je dis voilà, je le sens, donc... Et puis petit à petit, j'avais la respiration qui se coupait, donc j'avais la respiration, le diaphragme qui était en train de s'immobiliser. Aujourd'hui, je le sais, mais
Voilà. Et les pompiers sont arrivés, donc ils m'ont mis sur respirateur, puis je suis partie à l'hôpital. Voilà. Donc tu as tout le temps été consciente pendant l'accident. Ouais, d'accord. Et après l'hôpital, le réveil, etc., qu'est-ce qui a commencé à se passer dans ta tête? Alors, quand tu as commencé à comprendre véritablement les conséquences, les éventuelles séquelles, et ce que le corps médical pouvait te dire également. Alors, comprendre, oui, j'ai toujours compris, mais bizarrement, j'ai toujours été contre cette décision, en fait. Décision de la nature, hein, mais... Cette décision, c'est-à-dire cette décision? Cette décision de la nature de me rendre handicapée, parce que finalement, pour moi, voilà, je ne suis pas handicapée. J'ai jamais été handicapée. Voilà, quand je me suis retrouvée dans la voiture, j'ai dit bon, je vais être handicapée, mais pour moi, c'est un état provisoire. Voilà, c'est des choses qui arrivent, mais c'est provisoire, comme si je m'étais cassé une jambe, quoi. Enfin, il faut dire, Isabelle, que tu es en fauteuil roulant, oui, et que tu l'es donc depuis 8 ans maintenant, c'est ça? Tétraplégique depuis 8 ans. 8 ans. Tétraparésique, exactement. Quelle est la nuance? Alors, la nuance, c'est que tétraplégique... alors, la tétraplégie est déjà la nuance avec la paraplégie. Déjà, la paraplégie, c'est les membres inférieurs uniquement qui sont touchés, parce qu'on confond souvent. La tétraplégie, c'est les membres supérieurs, donc à partir de là. Voilà, les bras, les doigts, tout ce qui est au-dessous de la poitrine, plus rien ne fonctionne. Donc ça, c'est la vraie tétraplégie. Et moi, comme vous voyez, je bouge quand même les bras, j'ai eu une récupération. La tétraparésie, c'est ça. C'est ça, en fait. C'est-à-dire qu'on arrive à récupérer certains membres, certaines parties de membres, plutôt, je dirais. C'est-à-dire un petit peu dans les jambes, un petit peu dans les pieds, un petit peu dans les mains, un petit peu dans les bras. Mais pas vraiment efficace pour récupérer. Donc j'ai récupéré quelques parties de mon corps, mais pas totalement. Alors on sent terriblement que tu es une battante. Quand les médecins sont venus à toi en te disant voilà ce qui se passe aujourd'hui, la situation telle qu'elle est, comment as-tu pris ces informations? Comment as-tu choisi d'endosser tout ça? Alors je le savais, donc ça n'a pas été une grande surprise. Ce qui a été une surprise, c'est que je ne savais pas exactement ce que c'était d'être handicapé. C'est-à-dire qu'on a tous une image du paraplégique ou du tétraplégique, mais on ne sait pas vraiment ce que c'est en fait. On se dit, voilà, on ne marche plus quoi. On se dit juste ça. Alors c'est beaucoup plus compliqué que ça, c'est beaucoup plus dramatique que ça, parce que c'est rien du tout de ne pas marcher, quoi. C'est pas le pire du handicap. C'est-à-dire en fait, il y a tout ce qui va à côté, c'est tous les soins à côté, c'est que vous n'allez pas aux toilettes normalement, c'est que c'est la prison, vous n'allez pas où vous voulez tout seul. Et normalement, si j'ai envie d'aller en forêt, je peux y aller, mais accompagné. Je peux pas aller prendre l'air toute seule, je peux pas... Alors il y a tout ce qu'il y a autour, il y a tout le médical, tous les problèmes d'infection urinaire pour ma part, mais il y a aussi des escarres. Moi, j'en ai jamais eu, mais c'est vrai que c'est très très fréquent chez les tétraplégiques. Donc il y a tous ces problèmes qui sont à côté et qui nous pourrissent la vie au quotidien, qui sont vraiment indépendants du fait que on marche pas, d'accord, mais il y a vraiment vraiment d'autres problèmes que les gens ne voient pas, quoi. Et c'est ce qui nous pourrit le plus la vie, ce qui se voit pas, quoi. Donc voilà, c'est ça la nuance que je voyais pas quand on m'a annoncé vous êtes tétraplégique. Je dis oui, ok, super, je sais. Et alors, voilà, qu'est-ce que ça implique? Et là on m'a expliqué, on m'a dit voilà, la moelle a été touchée par... Vous avez de la chance, elle n'est pas sectionnée, et ça ne veut rien dire. Voilà, elle a été touchée par vos cervicales, donc on ne sait pas ce qui peut être récupéré, ce qui ne peut pas être récupéré, on verra. Mais a priori, vous allez passer vos jours dans un fauteuil. Voilà, on m'a dit ça, donc... Quand j'ai dû après le dire, j'ai vu ma belle-mère en premier, c'est elle qui a passé la sécurité en premier. Et je lui ai dit, je ne vais plus jamais danser, c'est la première chose que je lui ai dit. Et bon, là, on a pleuré toutes les deux, évidemment, parce que c'était le plus dur pour moi, quoi, parce qu'après après le reste de la vie, je ne m'attendais pas, je ne savais pas, j'avais pas réfléchi à autre chose, j'étais encore dans mon petit train-train, quoi. Donc voilà. Et par rapport à l'entourage, parce qu'on sait qu'également c'est évidemment complètement douloureux pour toi, c'est pas facile non plus pour l'entourage. Je crois que c'est pire pour l'entourage. C'est-à-dire? Je crois que c'est pire, enfin dans mon cas c'est pire pour l'entourage parce que moi je suis quelqu'un de très battant, parce que je sais où je vais, parce que je me dis de toute façon je vais pas lâcher l'affaire. Je me disais oui, alors je suis consciente que je suis handicapée, par contre je fais pas l'autruche, loin de là, je dis pas que c'est ce qu'il faut faire et que voilà. J'ai toujours su que j'étais handicapée, je sais que je suis handicapée, je me dis pas, peut-être qu'un jour je ne récupérerai jamais. Donc là j'en suis consciente. Par contre, je vais tout faire pour récupérer, pour essayer en tout cas d'améliorer ma vie, de la rendre meilleure et de la rendre plus facile pour mon entourage justement. Et mon entourage, ils ont très mal réagi, ils ont été très malheureux, pour eux j'étais foutue, sachant que j'étais hyper énergique, je sautais partout, je courais partout. Donc du coup ça a été... Tu devais d'autant plus les consoler, c'est ça? Ah oui, voilà, alors c'était plus moi qui remontais le moral aux autres. Paradoxalement. Ouais. C'était plus moi en fait qui disait non mais c'est bon, ça va, enfin, tout va aller... Alors tu mènes un vrai combat depuis que ça t'est arrivé. Comme ça, ouais. Voilà. Alors quels sont les obstacles que tu rencontres et quelles sont les aides que tu trouves sur ton chemin ou que tu sais aller chercher?
Les aides, déjà, elles sont pas nombreuses. On va commencer par ça. Les aides, j'ai mon entourage, c'est-à-dire qu'il me rend plus forte, parce que si je vis aujourd'hui, parce que j'ai eu mes bas comme tout le monde, j'ai plus de hauts parce que je suis comme ça, c'est mon tempérament, mais j'ai eu beaucoup de bas. J'ai pensé à la mort comme tout le monde. Et dans ces cas-là, pourquoi je suis restée, c'est parce que j'ai mon entourage, j'ai mon fiancé, j'ai mes parents. Je me dis, je peux pas laisser tomber, c'est égoïste. J'ai pas le droit, quoi. Je m'en suis sortie, c'est que, voilà, c'est pas pour... j'aurais dû mourir sur le moment, maintenant, voilà, tant pis, je m'en suis sortie. Donc j'avance, quoi. Donc ces aides-là, elles sont précieuses, même si c'est pas qu'ils veulent forcément m'aider ou... je ne sais pas, ils sont simplement là, quoi. C'est simplement que je les aime et que j'ai besoin de, voilà, quoi, d'être là pour eux, quoi. Donc du coup, les aides, c'est plus ça. Après, l'entourage peut être, nous, si je parle pas de l'entourage proche, mais souvent la famille, les amis, ce qu'on entend, ça peut être très douloureux, quoi. De quelle façon? J'ai eu des réflexions, et que si je faisais pas assez de kiné, c'est pour ça que je récupérais pas, que, voilà, on nous apprend en fait comment vivre notre handicap, en fait. Difficile. Et pourquoi tu crois pas en Dieu? Parce que je suis athée. Donc ça c'est personnel, je croyais en Dieu avant, aujourd'hui je crois plus en Dieu, mais... C'est à cause de l'accident? Non, c'est pas à cause de l'accident, c'était un petit peu avant, déjà je ne croyais plus en Dieu. Par contre, je respecte énormément les gens qui ont la foi, parce que je trouve ça... Je pense que d'ailleurs quand on est handicapé, ça doit vraiment aider. Moi j'ai foi en moi et en mon entourage. Oui, mais tu as quand même une foi. Voilà, mais j'ai pas foi en Dieu, j'ai foi en autre chose, quoi. Voilà, donc du coup, quand on me dit ça, quand on me dit mais t'es athée, n'importe quoi, c'est pour ça que tu t'en sors pas, parce que si t'appelais plus Dieu, ben, tu t'en sortirais. Alors on m'explique un petit peu comment vivre et comment... donc ça m'agace. Donc ça c'est difficile, c'est pas une aide forcément. Les gens, l'entourage, les gens, des fois que je croise dans la rue, qui savent pas, soit qui m'envoient la porte dans la figure au lieu de me la tenir, ou alors les autres qui en font beaucoup trop parce qu'ils veulent faire leur BA de la journée. Oui, ou qui posent un regard, ils ne savent pas quel regard poser sur toi. Ou souvent les personnes âgées viennent me voir en me disant « ma pauvre ». Ça, il n'y a rien de pire. Je dis « bon, mais ça va, moi je suis en train de faire mes courses, donc je dis « mais tout va bien, ça va, je suis pas malade, quoi ». Donc bon, ça c'est un petit peu... c'est pas le pire, mais j'ai eu vraiment des anecdotes avec des caissières, avec des gens très maladroits, je pense, voilà, qui m'ont vraiment pas aidé, quoi. Comment vous faites pour continuer à vivre comme ça, quoi? Moi, je continuerai pas à votre place, quoi. Des choses... bon, c'est blessant. C'est quand même blessant sur le moment, ça énerve, et puis après on en rigole, c'est une anecdote, quoi. Ah, c'est pas grave, quoi. Mais voilà, je dis, j'ai eu moins d'aide que d'entraves. C'est quand même, quoi. Voilà, après les entraves, c'est beaucoup les médecins aussi, parce que les médecins, ils sont très... alors, cartésiens, je dirais pas ça, parce que je suis aussi cartésienne, mais ils sont toujours très négatifs, quoi. C'est-à-dire qu'ils préfèrent dire le pire pour pas donner d'espoir, sauf que du coup, ils donnent zéro espoir. Et ça peut être dramatique dans certaines situations. Hein, ça t'a pesé dans ton parcours? parcours? Là, je me suis vraiment battue. Oui. C'était vraiment un combat que j'ai mené contre les médecins, parce qu'ils m'ont vraiment donné beaucoup de médicaments qui servaient à rien. C'est juste parce que j'étais tétraplégique, il faut prendre tel médicament. Bon, c'était agaçant, j'ai dû me battre tout le temps en disant « mais moi j'en ai pas besoin, laissez-moi tranquille ». Et voilà, on ne m'écoutait pas. Donc il y a eu vraiment un combat contre les médecins qui ne voulaient pas entendre que j'avais des contractures musculaires, donc c'est des mouvements que je ne contrôle pas du tout, en fait, c'est des mouvements des muscles. Et c'est neurologique, en fait, c'est pas du tout le cerveau qui le contrôle, c'est vraiment les muscles qui réagissent. Et je leur disais, mais ça, j'arrive à le maîtriser un petit peu, j'arrive à me tenir debout, ça peut m'aider pour me transférer, pour faire plein de choses. Non, vous n'êtes pas là pour récupérer, vous êtes là pour être autonome, mais nous, on ne veut rien savoir. Donc j'ai eu ce combat-là où c'était difficile d'entendre, ben non, vous êtes foutus, maintenant il faut juste accepter, c'est tout, quoi. Alors ça, de moi accepter, ça me... J'ai jamais accepté et je m'en porte très bien. Franchement. Donc voilà, il faut pas accepter, justement, je pense. Alors, quel était leur diagnostic après l'accident? Jusqu'à quel point ils pensaient que tu pouvais récupérer? Ils savaient pas. Alors, j'ai eu plusieurs écoles, c'est-à-dire que j'ai eu plusieurs médecins qui sont venus me voir. J'ai eu la personne qui m'a opérée, qui était vraiment un médecin neurochirurgien en or. Le problème, c'est qu'il parlait pas trop, donc c'était pas évident. Mais par contre, lui, il m'a dit, la moelle n'est pas sectionnée, on peut pas savoir. Clairement. Il me dit, il n'y a aucun médecin qui pourra te dire un jour ou non, tu remarcheras ou pas. Il me dit, le problème, c'est simplement... par rapport à la capacité pulmonaire, tu as plus que 70% de tes poumons. Donc le problème c'est ça. Donc je lui ai dit je pourrais plus chanter parce que j'avais l'intention, je me suis dit je vais pas danser mais tant pis je vais chanter. Et il m'a dit non, c'est pas possible. Donc aujourd'hui je suis chanteuse. Hein. Bon voilà. Voilà. Donc ça. Alors, qu'est-ce que tu as fait finalement pour récupérer, te sentir bien comme ça? J'ai pris des cours. J'ai pris des cours, après voilà, c'est tout, quoi. Je me suis dit de toute façon j'ai envie de chanter, je chanterai, voilà, quoi.
Et après, j'avais l'autre école en plus qui me disait bon, par contre, ouais, la moelle n'est pas sectionnée, mais dans un an, si vous n'avez rien récupéré, c'est pas la peine de continuer, quoi. Ce qui s'est passé. C'est exactement ce qui s'est passé. Où, voilà, personne ne m'a aidé. Pour ça, j'ai eu zéro aide. On m'a dit voilà, mais t'es tétraplégique, point. Le kiné, on me disait oui, on peut vous massouiller si vous voulez, on vous masse. Mais... Et moi, j'avais dans l'esprit de me dire mais je peux me tenir debout, peut-être que je peux faire un pas ou deux. Et alors, c'est bien déjà, quoi, pourquoi pas. J'ai jamais rencontré ce genre de personne jusqu'à récemment où j'ai rencontré un super kiné. Et lui, ben là, on entreprend de me faire marcher, je fais 150 mètres par semaine avec un déambulateur. Mais, donc, comme quoi, voilà. Est-ce que tu as toujours eu cette combativité, cette force de caractère, ou tu penses elle s'est solidifiée avec cet accident, justement, et cette adaptation à l'accident? Ouais, je pense, je l'avais, c'est sûr, avant j'ai toujours été comme ça, toujours, tout le monde me disait t'as mauvais caractère, alors que non, j'avais beaucoup de caractère. J'ai toujours été très, très forte face aux épreuves, mais là je pense que oui, ça a renforcé cette combativité, effectivement. Alors dis-moi, cet accident que tu as eu, c'est une vraie tragédie évidemment. Quels sont les enseignements que tu peux en tirer au niveau de ta vie, de la vie des autres, de toi? Qu'est-ce que ça t'a permis d'apprendre? Ça m'a appris déjà à être plus proche de ma famille, et donc vraiment de ma famille proche. Je vois la vie autrement, c'est-à-dire que avant je me disais le travail c'est super important, je m'arrêterai jamais de travailler, c'est hors de question, mère au foyer, c'est pas pour moi. Aujourd'hui je suis femme au foyer et j'en suis ravie, je me dis mais je peux enfin faire tout ce que j'ai à faire, quoi. La vie c'est pas le travail, c'est pas partir tous les matins, avoir son petit rituel, se dire allez je pars au travail, je reviens le soir, non c'est pas ça la vie, quoi. Je me suis rendu compte que c'était pas ça. Alors il y en a qui aiment leur travail et c'est génial dans ces cas-là, c'est la vie. Mais la majorité des gens, voilà, ils pensent à leur carrière, mais juste parce qu'il faut gagner de l'argent et que c'est pas ça la vie. La vie c'est se dire j'ai envie de voyager, je voyage. Tiens mais là je prendrais bien des cours de chant parce que ça fait longtemps que je voulais en prendre, j'ai jamais eu le temps. Je le fais. Voilà quoi, c'est... Voilà, profiter de ses proches, se dire mes parents ils sont toujours là et je les aime, et après tout pourquoi j'en profiterais pas, j'ai envie de les voir aujourd'hui, je les vois, et voilà. Alors plus le dire je dirais pas parce que c'est pas mon style. Voilà, mais plus leur montrer, voilà, j'ai plus cette philosophie de la vie comparé à avant, c'est être plus ouverte par rapport aux gens, à leurs croyances, etc. et être plus proche de ce que j'aime, faire vraiment ce que j'aime au quotidien, et voilà, je me plains beaucoup moins. Avant on se disputait pour des broutilles avec mon conjoint, on se disputait pour rien. Aujourd'hui les disputes c'est vraiment... C'est rare déjà, et puis vraiment c'est parce que il y a eu quelque chose, ou alors on est fatigué. mais voilà, ça touche plus, ou le handicap, c'est des choses plus graves, quoi. Souvent c'est la télévision, quand on regarde les gens se disputer, nous souvent pour moi. C'est la télévision, on les voit se disputer, on se dit mais c'est rien, quoi, c'est rien. Il y a des choses plus graves dans la vie, quoi. Bon, les gens ont du mal souvent à relativiser, donc moi voilà, je suis passée au-dessus de ça, j'ai passé un cran supérieur, quoi. Et comment passes-tu tes journées alors? Qu'est-ce que tu fais pendant les journées? Alors ça, c'est la question qui revient tout le temps, c'est incroyable. Les gens me demandent tout le temps, tu t'ennuies pas? Mais pas du tout. J'ai pas le temps de tout faire, justement, ça me désespère. J'aimerais bien avoir plus de temps, quoi. Là, par exemple, ce matin, j'ai été faire du kiné, donc bon, ça me prend déjà pas mal de temps. Voilà, ensuite, je prends des cours de chant, je chante à côté dans un groupe. Qu'est-ce que je fais? Je fais beaucoup de cuisine parce que j'adore ça, donc je cuisine pas mal pour mon petit chéri. Voilà, je sais pas après ce que je fais, les choses de la vie courante, quoi. J'ai toujours quelque chose à faire, je suis beaucoup sur internet parce que j'aime beaucoup ça. J'aide mon conjoint parce qu'il est en train de créer sa société, que j'ai été secrétaire, donc ça aide bien. Voilà, quoi. Ouais, je fais ce que j'aime, ce que j'ai envie de faire. Est-ce que de temps en temps tu as des nostalgies de pas pouvoir encore être debout, de pas pouvoir danser? Est-ce que ça tu le vis? Bien sûr, oui. Évidemment. Dès que j'entends de la musique, parce que je suis toujours montée sur ressort, j'entends de la musique, mais voilà, comment tu le vis intérieurement alors, ça? J'ai un pincement au cœur. Alors je passe toujours au-delà de ça parce que je me dis allez c'est bon, voilà, je suis pas du style à m'apitoyer longtemps sur mon sort, à me mettre dans un coin, à me morfondre, donc sur le moment voilà, c'est de la tristesse, quoi. C'est de la tristesse, tout simplement. C'est que j'ai un pincement au cœur, je me dis j'en serais bien là. Voilà, bon mais tant pis. Après il y en a beaucoup qui m'ont proposé de danser sur fauteuil, mais c'est vraiment pas la même chose pour moi. C'est l'expression du corps, la danse, donc là il y a ce petit pincement au cœur. Il y a la danse, il y a beaucoup de choses comme ça. Aller me promener en forêt, j'en parlais encore ce matin, mais c'est vrai que la solitude des fois
c'est quand même agréable quoi, aller me promener toute seule. Là non, il faut que j'ai quelqu'un avec moi toujours, il faut que c'est une organisation de me déplacer, il faut toujours que, voilà, que j'en parle à quelqu'un. Je suis plus libre quoi. Finalement la prison ce serait plus facile pour moi. Quel regard aujourd'hui tu poses sur cet accident par rapport à la façon dont il a fait basculer ta vie et qui tu es devenue aussi grâce à lui, paradoxalement. Alors, j'ai grandi plus vite. Voilà, j'ai grandi plus vite. Je pense que je me suis améliorée humainement et surtout au niveau de mon caractère. Je pense que voilà, j'ai un caractère beaucoup plus facile, bizarrement, parce que souvent on dit les handicapés ils sont difficiles parce qu'ils souffrent, et c'est vrai, en majorité. Moi j'ai appris la patience, alors je suis pas du tout patiente. Alors, je suis patiente avec les gens, mais quand j'arrive pas à faire quelque chose, je suis pas du tout patiente. Donc là j'ai appris la patience. Plus ou moins. Voilà, j'ai un peu appris la patience et je pense qu'humainement je me suis vraiment améliorée quoi. Voilà, appris à aimer les gens davantage. Est-ce que tu as des liens avec des personnes qui sont en fauteuil roulant comme toi? Très peu. Très peu? Pourquoi? Je suis pas handicapée. Je suis pas handicapée. Non, parce que souvent les personnes qui sont handicapées, la majorité du temps, ils sont beaucoup plus... Enfin, ils sont dépressifs. Et ce qui est à juste titre, hein. C'est-à-dire que je comprends parce que moi j'ai eu une phase comme ça où voilà, c'était pas du tout facile, où je me suis renfermée, j'ai passé quelques mois, voilà, où je me suis dit mais j'ai envie de voir personne, de toute façon à quoi bon, enfin, voilà, mais il y a des gens qui en sortent pas de cette phase en fait, on finit par se complaire en fait dans cet état un petit peu de nostalgie et de morosité, et moi j'ai refusé en fait ça, c'est-à-dire que voilà, et moi je veux pas me retrouver face à des personnes qui tout le temps, j'ai des amis, mais je fuis un petit peu. Je fuis un petit peu parce que ça me rappelle tout le temps les difficultés quotidiennes. J'ai pas besoin de l'entendre, je le sais quoi. Je le sais. Donc si je comprends bien Isabelle, tu as accepté l'accident, mais tu n'as pas accepté le handicap. Exactement. Hein? Exactement. D'accord. Hein. Très bien. Est-ce que tu as des projets pour le futur? Plein. Après ça dépendra effectivement Après je vis beaucoup au jour le jour, mais ça dépendra de mon évolution. Parce que là, je suis en train effectivement d'essayer de remarcher tant que je peux. Mais voilà, j'ai ce projet-là déjà qui est énorme. Mon plus gros projet c'est essayer d'évoluer au maximum, quoi. Essayer d'être le moins possible un poids pour mon entourage. Parce que je le vis comme ça aujourd'hui. Donc essayer d'être vraiment plus autonome possible grâce à ça. C'est-à-dire si je peux me déplacer un petit peu, si je peux aider tant que je peux. Voilà, il y a ça, le chant, toujours continuer, les voyages, pourvu que... et voilà. Si tu devais donner des conseils à des personnes qui sont en fauteuil, quels seraient ces conseils? Alors, de ne pas s'apitoyer sur son sort, surtout parce qu'il y a des gens autour. Voilà, que les gens qui sont autour n'y sont pour rien, parce que la majorité des personnes handicapées s'en prennent à l'entourage ou aux soignants. Des fois, les soignants sont pour rien, voilà, ils sont là pour nous aider, donc voilà, déjà de ne pas s'apitoyer sur son sort. Et après, de voir le positif de la chose, quoi. D'essayer de voir, il y a toujours un positif. Il y a toujours un positif. Moi, depuis que je suis handicapée, j'ai rencontré des personnes différentes au sein du handicap. C'est-à-dire que j'ai rencontré des soignants qui sont des amis maintenant. J'ai une auxiliaire de vie qui est vraiment une amie très proche. J'ai des infirmières avec qui j'ai gardé de très bons contacts. Voilà, ça a été une aventure humaine aussi, quoi. Donc, voilà, voir le positif, quoi. Essayer de se battre tout le temps, pas oublier de se battre, quoi. Oublier de se battre et, contre son handicap, pas forcément contre les autres. Et pour son évolution personnelle, quoi. Essayer de surtout pas croire que les docteurs sont des dieux aussi, parce que c'est pas vrai, c'est juste des humains qui essaient d'aider ou pas, donc si jamais vous n'êtes pas satisfait, n'hésitez pas à changer. Voilà, quoi. C'est pas trop dur d'être tout le temps combatif comme ça? C'est fatigant. Ouais. C'est usant, mais en même temps, voilà, je me dis que j'ai pas le choix. J'ai pas le choix. Je veux pas que ce soit une fatalité. Je veux pas me dire, voilà, on m'a dit ça, tant pis, c'est pas grave. Non, j'avance et je m'écoute beaucoup, parce qu'avant je m'écoutais moins que ça aussi. J'ai appris à écouter mon corps, parce qu'avant je savais pas forcément ce qui était bon pour moi. Aujourd'hui, je sais quand un médicament me fait effet, s'il me fait pas effet, voilà, je le sens de suite et je m'écoute. Surtout, la majorité des gens ne s'écoutent pas. Il y a un médicament qui leur fait mal, ils se disent oui, mais le docteur m'a dit de le prendre, c'est que quand même, il est médecin. Non, on est tous différents, quoi. On est des êtres humains, donc faut s'écouter, quoi. Isabelle, j'ai également appris que tu avais écrit un livre qui porte donc sur ton parcours de vie. Est-ce que tu pourrais nous en donner le titre et nous parler un petit peu des intentions que tu avais en écrivant ce livre? Alors oui, c'est un livre que je viens de terminer, ça s'appelle Tétraplégique à tout prix. Et donc pourquoi tétraplégique à tout prix? C'était comme on l'a compris, c'est qu'il faut se battre pour être tétraplégique et accepter en tant que tel. Donc ça c'est une première chose, et puis que ça coûte cher d'être tétraplégique, c'est-à-dire que
Voilà, je raconte mon parcours de vie depuis le début de mon handicap, en fait, jusqu'à aujourd'hui. Et toutes les difficultés, alors le harcèlement du corps médical, en fait, la maltraitance surtout. Parce que j'ai vécu 2 ans de maltraitance par rapport à mes infirmiers à domicile. Qu'est-ce que tu appelles maltraitance? Oh, maltraitance, c'était alors morale et physique. C'est-à-dire j'ai eu des infirmiers qui sont venus à domicile pendant 2 ans pour faire les soins et la toilette, notamment. Et j'ai eu pour citer un exemple, j'ai eu le malheur de demander un matin de me mettre en jean, parce qu'à 25 ans, c'est vrai que se mettre en jogging tous les jours pour une fille, c'est pas terrible. Donc un jour, j'ai dit, ouais, là, je vois des amis, j'aimerais bien me mettre en jean. Alors, c'est des jeans de grossesse, hein, c'est-à-dire que bon, ils sont stretch, élastiques. Et donc, il m'a dit, ouais, mais ça va pas être possible, je vais pas y arriver. J'ai dit, mais si, il est facile, vous allez voir. Donc, il me l'a mis, il m'a secoué dans tous les sens. J'avais ma tête qui tapait contre la tête de lit, contre le mur, donc. Les auxiliaires de vie entendaient un mou, mais qu'est-ce que c'est? C'était ma tête. Donc voilà, il y a eu ces violences-là, et ensuite, entre autres. Et ensuite, problème d'hygiène, quoi, au cours de la toilette, ce qui fait que j'ai eu beaucoup de soucis de santé. J'ai perdu 2 ans de rééducation à cause de ça. J'ai eu beaucoup de soucis de santé à cause de ça. Donc voilà ce que j'appelle maltraitance à domicile. Et le silence qu'il y a autour de ça. Alors, la base du livre, c'est pour ça que je l'ai écrit, c'était pour dénoncer surtout ça. Après, j'ai énoncé tout mon parcours, parce qu'il n'y a pas eu que ça, mais c'est vrai que la base du livre, c'était surtout pour dénoncer ça. Parce qu'à domicile, on est vraiment vulnérable. Alors, moi, je suis quelqu'un qui parle, qui exprime ma douleur ou mon mécontentement, parce que j'ai toute ma tête, mais il y a des personnes âgées qui sont à domicile, qui disent rien, qui n'ont pas de famille. Et alors, on parle des maisons de retraite, effectivement, il y a beaucoup de maltraitance, mais il y a un corps médical, il y a du monde autour, ça finit par se savoir. À domicile, on est tout seul avec la personne, il n'y a aucune solution, personne à qui se plaindre. Si on se plaint, c'est sa parole contre la nôtre. Donc on a le droit de rien dire. Et si jamais on se plaint, la personne elle vient plus, personne ne vient nous soigner. Donc vous vous retrouvez complètement... Donc voilà, moi mon combat c'était surtout ça à la base, c'est que ça me met très en colère. C'est vraiment parce qu'il n'y a aucun recours et qu'on se retrouve maltraité et oublié de tous. Il y a aucun... Moi encore j'avais vraiment... mon conjoint avec moi, j'avais beaucoup de monde autour de moi qui m'aidait, mes auxiliaires de vie qui sont très proches et qui m'ont soutenue, mais bon, ça a duré 2 ans quand même. 2 ans où voilà, j'ai été en mauvaise santé, quoi. Donc bon, voilà, c'est surtout le combat que je voulais mener, être la voix un petit peu de ces personnes qui peuvent pas s'exprimer, quoi. Voilà, et qui souffrent à domicile, parce que vraiment, à domicile, c'est un vrai problème. Il n'y a aucun contrôle sur ce qui se passe, sur les infirmiers, les auxiliaires de vie, quoi. Donc il peut se passer n'importe quoi, et voilà, quoi, malheureusement. Et moi, c'est pas très grave encore, ce qui s'est passé. J'imagine que tu y parles également de la recette qui t'a permis, malgré tout, de garder confiance, ou garder foi même. La recette, est-ce qu'il y a une recette? Je ne sais pas, je te pose la question. Je sais pas, non, c'est un caractère. Je pense que voilà, il y a des caractères qui sont plus forts que d'autres et que voilà, on a tous des manières différentes de se battre. Il y en a, c'est l'agressivité, et moi, c'est plus l'agressivité envers moi-même, je dirais. Parce que je suis râleuse, je suis volontaire, voilà, il y a beaucoup... Et ça m'a aidé. Bon, voilà. D'avoir un mauvais caractère, des fois, ça aide. Voilà, je pense qu'il faut pas se laisser faire. D'accord. Merci Isabelle. Avec plaisir. C'est bon, tu veux rajouter encore? Non, je pense que c'est bon. Je pense que c'est bien, on a bien tout dit. Oui, je pense. Il me semble que oui. Ça va? Oui, moi ça va. Non, je suis perturbée. Ça va? Non, j'étais en train de réfléchir à ce que j'avais oublié. Oui, parce qu'après on va arrêter, donc s'il y a une chose où... je pense pas. N'hésite pas, il y a encore quelques... Si tu veux... C'est toi, si jamais tu voulais, je raconte... Enfin, si je te dise quelque chose... C'était quoi à la base qu'on devait dire d'ailleurs? Que j'écrivais le livre, ouais, d'accord. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu viens de dire? C'est quoi la base qu'on devait dire, c'est-à-dire? La dernière question, on avait dit c'était pour un but bien précis. Pour dire que j'écrivais le livre, mais... Non, il n'y a pas autre chose. Ou les intentions que tu avais de pourquoi tu as écrit ce livre. Ouais. Dénoncer, tu l'as... Ouais, c'était ça. Parce que je ne sais pas du tout, j'ai jamais entendu ça. Hein. Ouais. Et tu as raison évidemment, mais... C'est mon coup de gueule principal, il faut que les gens le sachent, parce que c'est pas possible. Je ne savais pas du tout. Ouais. Non, personne ne le sait, malheureusement, c'est le problème. Mais oui, c'est logique, quand tu le décris comme ça, c'est logique, quoi. Ouais, c'est... Et tu ne penses pas qu'un accident comme ça, justement, peut être l'occasion, le moyen qu'une personne se transforme, parce qu'elle n'a pas trop le choix aussi? Je le croyais,
Mais apparemment pas. C'est vrai? Non, ouais. Je pensais que même par rapport à l'entourage, ça changerait des choses. Et ça l'a changé pour les personnes intelligentes et les personnes qui tiennent à moi. Mais il y a certaines personnes, ça fait plutôt l'effet inverse en fait. C'est-à-dire? Il y a des personnes qui ont été vraiment méchantes, qui se sont dit... je sais pas, il y a des personnes qui ont été vraiment pas sympas. Dans la famille, voilà, qui me souhaitaient pas de bonnes choses, quoi. Voilà, donc... Elles projetaient leur peur sur tout, toi. Ouais, voilà, malgré tout. Alors j'ai eu un accident, c'est quelque chose de dramatique, on se dit, bon, mais voilà, et maintenant la vie, elle est différente. Eux, ils le voient pas du tout comme ça, ils se disent, la vie continue et je t'aime toujours pas, quoi. C'est quand même fou, quoi. Je me dis, bon, mais voilà, on passe au-dessus maintenant, des gens, des rancœurs qu'on a, des choses, on se dit, à ce moment-là, il y a plein de choses qui s'en vont, on se dit, ben... Et ça, non, tu l'as pas vécu? Ben, moi, personnellement, mais les gens autour, j'ai pas senti. Et il y a des gens qui sont handicapés et qui ont toujours la rancœur. Ça changerait, quoi. Moi, c'est parce que j'ai choisi d'être comme ça, je me suis dit, mais oui, mais moi, ça a été une révélation, je me suis dit, mais arrête de te prendre la tête, mais attends, mais c'est quoi? Ça se fait tout seul, parce qu'on vit tellement de choses dramatiques qu'au final, voilà, ben, faire tomber quelque chose, on se dit, c'est pas grave, casser un verre, hein. C'est rien, quoi. C'est rien de casser un verre, alors que, ben, je connais plein de gens qui cassent un verre, et font, oh, mais tu peux pas faire attention, et ça part sur une embrouille. C'est qu'un verre cassé, c'est rien, quoi. Voilà, moi, je me suis rendu compte de ça, mais c'est pas le cas pour tout le monde, quoi. C'est pas le cas pour tout le monde. Malheureusement, je pense qu'on peut pas faire une généralité, quoi. C'est trop personnel. Tu penses qu'à la base, c'est vraiment une histoire de choix? Les personnes qui ont vécu ce type de tragédie que tu as pu rencontrer, ça a vraiment été un choix de s'en sortir, de vouloir s'en sortir ou d'abandonner? Oui. Ouais. Ah, mais complètement. Consciemment, à un moment, la personne fait un choix et donc suit cette voie, quoi. Oui, parce que c'est trop facile de se dire, ah ben voilà, la vie elle est foutue. C'est la facilité, qu'on soit handicapé ou pas, je parle pas de handicap forcément, la facilité c'est de dire, ah ben voilà, ah ben puisque c'est ça, ben je laisse tomber. Ben, c'est facile de laisser tomber puisqu'on fait rien. Le plus facile c'est de laisser tomber et de se dire, ben je laisse la vie et puis on verra, quoi. J'ai même connu quelqu'un qui m'a dit, cloué dans son lit d'hôpital, il était tétraplégique en même temps que moi. J'ai été le voir parce que je voyais qu'il sortait pas, je lui ai dit, mais ça va, t'as pas le moral, tu veux qu'on t'aide, tu veux des conseils, tu veux... Voilà, n'importe quoi. Non, mais moi, si je dois m'en sortir, c'est Dieu qui m'en sortira. Et je dis, mais aide-toi, le ciel t'aidera, encore une fois. On fait pas... il faut que tu fasses quelque chose pour prouver que tu veux t'en sortir. Moi, je crois pas en Dieu, mais c'est pas le problème, quoi. C'est que si toi, tu fais rien, ben, à un moment donné, si tu te lèves pas et que t'essaies pas de marcher, ben, Dieu, il a beau t'envoyer des jambes, ben, tu marcheras pas, quoi. C'est... À un moment donné, donc je connais beaucoup de personnes comme ça qui ont décidé de se laisser aller parce que c'est plus facile. Est-ce que tu as eu également des belles surprises humainement suite à l'accident et dans ta condition? Est-ce qu'il y a eu des personnes que tu as côtoyées, que tu connaissais, que tu ne connaissais pas, et tu as vu que ta condition a pu les toucher et ouvrir quelque chose de neuf, de nouveau, de généreux en eux? Tu as vu ça ou pas véritablement? Oui, mais plus chez les personnes que j'ai rencontrées après. Chez les personnes que je connaissais déjà, non. Pas vraiment, alors je me suis un peu rapprochée de ma famille, mais c'était plus de moi en fait. Donc voilà, je pense qu'il y a eu plus, c'est moi qui ai fait le premier pas vers eux. Et encore une fois, le handicap m'a fait dire, je me suis dit, mais c'est bête qu'on rapproche-toi des tiens, quoi. Voilà, mais après, c'est plus des gens que j'ai rencontrés par la suite et qui m'ont vu comme j'étais à l'intérieur, qui ont vu le fauteuil dans un premier temps parce qu'on peut pas le rater. Mais par contre, après, c'est vrai qu'on fait un repas, je suis assise avec tout le monde et c'est ma personnalité qui ressort, et c'est pas du tout mon fauteuil parce qu'on l'oublie au bout d'un moment, enfin, on me voit moins et... Voilà, après, j'ai pas un handicap physique qui fait que mon visage est touché ou ma manière de parler. Donc voilà, c'est plus des gens que j'ai rencontrés après et qui m'ont pris comme j'étais. Et qui vraiment m'ont dit, ben, c'est une leçon de vie pour moi parce que je te vois, mais... Alors ce que j'entends très souvent, c'est, mais c'est bizarre, t'es hyper souriante pourtant t'es handicapée. Oui, mais ça n'a rien à voir. J'étais souriante avant, pourquoi je serais pas souriante aujourd'hui? Ça veut pas dire que je suis toute la journée comme ça, hey, super la vie. Non, c'est pas ça. C'est que j'ai des moments où voilà, je suis pas bien, mais par contre, quand je suis avec des gens, mais je vais pas leur faire payer le fait que je suis handicapée, je vais pas rester tout le temps. J'aurais pas d'amis sinon. J'aurais pas d'amis, mais après, encore une fois, je pense que ça n'a rien à voir avec le handicap. C'est une question de personnalité et de savoir si on veut être quelqu'un de gai et s'en sortir ou si on veut être dépressif et rester dans un état. Triste tout le temps. Après, la dépression c'est une maladie, je parle pas de ça. Mais par contre, les gens qui ont un traumatisme comme ça ou qui vivent quelque chose de triste, voilà, libre à nous de savoir si on en sort ou si on y reste à vie, quoi. Ou longtemps. J'imagine que tu es devenue
très forte à détecter ou comprendre le regard des autres. Oui. Tu peux même l'anticiper presque, tu le comprends tout de suite. C'est ça. L'embarras, la compassion, Exactement. la peur, Alors tout ça. c'est très français par contre, parce que j'ai été dans pas mal de pays, du coup on essaie de voyager dès qu'on peut. J'ai été par exemple à New York, la ville de mes rêves. Vraiment, personne ne voit le fauteuil, les gens ils ouvrent la porte, et bon ben voilà, t'as besoin qu'on t'ouvre la porte, on t'ouvre la porte, c'est normal. En France j'ai pas ça du tout. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, en France, on m'ouvre la porte, ils attendent le merci, voilà. C'est plus... alors, je dis merci, il n'y a pas de souci, c'est pas ça. Hein. C'est que voilà, ils le font pour une raison, c'est jamais gratuit. Voilà, soit ils le font, soit ils le font pas d'ailleurs, parce que j'ai beaucoup plus de gens qui ne m'aident pas plutôt que de gens qui m'aident. C'est terrible ce que tu dis. Oui. Alors, on dirait pas non plus, mais je rencontre beaucoup de gens quand même qui... les caisses handicapées, les gens font semblant de pas nous voir. Donc oui, je rencontre beaucoup de gens comme ça, et New York, ça a été vraiment une leçon. Je me suis dit, mais... pourquoi les gens sont pas tous comme ça, quoi. C'est simple, quoi. Je me retrouve au milieu du métro de New York, je demande ma direction, c'est limite, ils arrêtaient pas la rame de métro, attendez, on va vous aider, alors comment on peut faire? Mais c'est vraiment naturel, c'est de la gentillesse, quoi. C'est vraiment essayer de faire ça à Paris. Ça va être autre chose, quoi. Je pense qu'à mon avis, ils seront moins sympas, donc... ouais, leçon de vie. C'est vrai qu'en France, on a encore beaucoup de choses à apprendre sur le don de soi et l'aide des gens, en général. Je trouve que ça manque énormément. On nous oblige tellement à être social avec la sécurité sociale, avec les aides, avec tout ce qu'on paie dans nos bulletins de salaire. On nous oblige tellement à être dans le social qu'on l'est plus du tout, quoi. Humainement. Ouais. Ouais, c'est ça. Du coup, on n'est plus du tout à nous obliger. Du coup, ouais, on le fait parce qu'on n'a pas le choix, quoi. Le fait de taper tout le temps sur les doigts pour dire si tu le fais pas, t'auras une amende, je sais pas si c'est une bonne idée finalement. Ça rend pas les gens plus comment dire, à aider les autres, en fait, j'ai perdu le mot, mais voilà, je pense qu'on oublie un petit peu qu'il y a des gens autour de nous et on devient égoïste, quoi. Est-ce qu'il y a des choses que tu voudrais rajouter, Isabelle, qu'on n'aurait pas évoquées? Ou un message particulier, cette joie de vivre que tu as en toi Bon, je sais pas si c'est de la joie de vivre ou de la rage. Oui, peut-être les deux, effectivement. Je crois que c'est les deux, quoi. Non, après, c'est parce que je suis bien entourée, je pense, quoi. Mm-hmm. Mais non, je sais pas. C'est pour les jeux. Merci Isabelle. Merci beaucoup pour ce témoignage. Avec et ta plaisir. belle force. Merci.